je pense que c'est un vrai sujet. Tu vois, la contre-culture est un sujet culturel aujourd'hui. La science-fiction, le fantastique, le roman populaire, la BD, le cinéma bis. Mais on est attaqué par des progressistes qui essayent de nous faire passer pour des réacs, alors que je pense que c'est eux les réacs, parce que nous, on est plus à l'aise avec la production contre-culturelle des 30 dernières années. Non pas dans un but propagandiste, mais parce qu'on aime vraiment ça. Et je pense que la BD, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que les deux, on a été bercés par ça dans notre enfance. Toi, c'était ta génération. Moi, c'est un petit peu par la découverte des rééditions, mais c'était quand même un petit peu ça. Moi, par exemple, j'ai commencé par Tintin Mickey quand j'étais à 7-8 ans. Spirou. Et puis tout d'un coup, Pif Gadget est arrivé. Pif Gadget, ça a été formidable. C'est le Parti communiste, ça, c'est l'humanité. Oui, voilà, exactement. Arnal, avec Doc Sava, avec... Placide Museau. Je me rappelle du premier numéro, il y avait les Pifis dedans. C'était des... Ah oui, j'ai jamais senti l'idéologie communiste, mais historiquement, elle était là. Et non, il y a les personnages avaient une certaine morale. Raon, c'était... Oui, Raon, oui. C'était en fait le Robinson Crusoe de la préhistoire. Voilà. Puis il y avait un espèce de docteur, Doc Justice, il s'appelait Docteur Justice. Espèce de... Ah, c'est la version Superman anti-impérialiste. Voilà, alors le docteur qui allait partout dans le monde, c'était Kouchner un peu, une espèce de pré-Kouchner comme ça. Bon, cela dit, Arnal et compagnie, ça restait de la BD industrielle. D'ailleurs, la preuve, les éditeurs n'ont jamais réédité, à ma connaissance, des albums. Tout ce qu'on trouve, c'est dans les vides-greniers, dans les puces. C'est des espèces d'albums comme les Mickey Parade avec tu sais des pages en papier buvard, une fois en couleur, une fois en noir et blanc. Ça restait de la production industrielle quoi. Ce qui est bien la preuve que malgré toute la bonne volonté du Parti communiste, pourtant il y avait beaucoup d'auteurs communistes, mais ils n'étaient pas sous la... C'était des compagnons de route, ils n'étaient pas sous la houlette, alors que Arnal était sous la houlette du PCF. Il a fait un bon boulot, mais malheureusement pour lui, c'est pas resté dans l'histoire de la BD. Dans les années 90 et quelques, j'ai découvert ce qui s'était passé 10 ou 15 ans avant. Et j'adorais ça. Et ensuite, je me suis abonné au journal Spirou. Je me suis abonné peut-être jusqu'à 95, 98, quand j'étais adolescent. Puis le niveau commençait à baisser. Je pense que la BD familiale, enfantine, a pris un coup dans l'aile. Mais dans les années 2000-2010, il y a vraiment beaucoup de bonnes BD adultes. Voilà, la bande dessinée est devenue une culture d'adulte. Avec l'érotisme, l'aventure, la violence, le thriller, le polar, la guerre. C'est exactement comme l'histoire du roman. Faut pas oublier que Perrault, quand il a écrit ses contes, il avait tellement honte, en tant qu'homme de lettres, proche de l'académie, d'écrire des contes qu'il a fait porter le chapeau à son neveu, qui était mineur, qui était un enfant de 12 ans. Mais parce que le roman était dévoyé par rapport à ce qu'un homme de lettres à la cour du roi devait écrire, c'est-à-dire des traités de théologie, de philosophie, de beaux-arts. La bande dessinée a subi exactement le même sort au moment où elle est arrivée. Alors que maintenant, elle a pris ses lettres de noblesse. Et comme par hasard, au moment où elle subissait ce discrédit, c'était le moment où elle s'adressait principalement à la jeunesse, sous l'influence américaine et disneyenne notamment. On disait la bande dessinée, c'est une espèce de produit de consommation de masse lié au capitalisme pour divertir les enfants. Et il y a eu de très bons divertissements d'ailleurs dans ce domaine-là. Mais je le dis maintenant, cette époque est finie, parce que ce divertissement est de plus en plus médiocre. Mais le point positif, c'est que par contre, c'est devenu un divertissement pour adultes, de gens qui ne se font pas avoir par n'importe quoi, mais qui ont une espèce d'exigence. Moi, je suis passé de la bande dessinée adolescente à la bande dessinée pour adultes, peut-être avec Rosinski, notre compatriote, parce qu'il vit en Suisse, même s'il est d'origine polonaise, qui est l'auteur de Torgal, avec Von Hamm. Torgal a pu faire un petit peu le point de liaison entre enfance, adolescence et âge adulte. Le fait de dire que la bande dessinée, c'est un produit de consommation pour enfants, ça sous-entend que c'est un pur produit industriel. Alors que dès que tu dis que c'est pour adultes, tu dis ah ben tiens, il y a peut-être une recherche artistique de sens, comme pour le cinéma. C'est comme quand tu passes du cartoon au cinéma. Je pense que c'est pareil. Et la bande dessinée malheureusement a beaucoup perdu en abandonnant la jeunesse. Et en même temps, elle a gagné ses lettres de noblesse. Maintenant, voilà, j'ai un fils qui a 1 an et quelques. Quand il aura l'âge de lire, qu'est-ce que je vais lui faire lire comme BD? Je pense que par réflexe, et un petit peu par ignorance aussi, je vais lui faire lire ce que j'ai lu moi. Je vais lui faire lire Spirou, Tintin, les Schtroumpfs, Jean et Pierre Louis, Benoît Brisefer, enfin tout ça quoi. Je vais pas lui faire lire Titeuf, c'est de la merde. Enfin, c'est un dessin rigolo, mais c'est de la merde, c'est de l'idéologie. Titeuf, c'est la bande dessinée fédérale, tu vois. C'est la Migros, quoi. Alors que la bande dessinée pour adultes, je pourrais te donner plein de conseils, mais pour les gamins, c'est plus dur. Quand on me dit bande dessinée pour enfants, je pense années 80, au moins, et sans doute années 60, 50. C'était vraiment l'âge d'or, Dupuis, le Lombard, le Blanc. Puis après est arrivé Pilote, et c'était pile poil. Moi j'avais 14-15 ans, j'étais paré pour lire Pilote. Je l'aurais pas lu à 12 ans ou à 10 ans. J'ai l'impression que la BD m'a suivi, quoi.
Pilote, il y a un côté très familial. À un moment, le sous-titre, c'était le journal d'Astérix et Obélix. Donc, c'est sous l'influence de ces auteurs qui étaient un peu des 68 arts, notamment Gottlieb est le plus grand, je dirais Gottlieb, Alexis, Claire Bretéché, Mandrika. Et sous la pression, le bon bourgeois gaulliste Goscinny a dû s'adapter pour trouver un public plus adulte et il s'y adapter à partir du moment où il a compris que commercialement, c'était un petit peu intéressant. Mais ça a pris une dimension supérieure. C'est pour ça que les pilotes des années 70-80, c'est de la vraie BD pour adultes, comme ce qu'on connaît aujourd'hui avec Fluide Glacial, avec Psychopathe. Ouais, puis Fluide Glacial, ça a été vraiment le premier journal de BD vraiment pour adultes. Bien sûr, il y avait Jacques Diamant qui était ce comptable derrière, qui n'était pas vraiment un artiste mais qui arrivait à gérer les trucs. Et si je me souviens bien, c'est Carali qui a créé Psychopathe. Non, Mandrika a créé l'Écho des Savanes, voilà. Oui. Et puis moi, c'est vrai que l'Écho des Savanes, c'est un truc que j'achète depuis des années parce que j'ai l'impression que c'est des articles People et des femmes à poil. Ouais, ça, je peux trouver ça sur Internet. Je suis plus du tout. Non. Mais j'ai une collection des premiers numéros de l'Écho des Savanes, c'est un truc de BD. Oui, à l'époque, ils étaient que 3. Il y avait Brett Shea. Il y avait moins de textes et plus d'images. Voilà, maintenant, je trouve qu'il y a trop de textes et de femmes à poil. Enfin, c'est plus un magazine de BD. Alors qu'avant, leur point fort, c'était la BD. C'était la BD libertaire par rapport à l'Empire Goscinny, qui était la vieille droite bourgeoise. Enfin, type. Mais qui restait très ouvert quand même. Goscinny a été... mais Goscinny est Goscinny, c'est un modèle d'entrepreneur. Je me rappelle, à Lausanne, il y avait une boutique qui s'appelait La Marge, qui était tenue par un monsieur qui s'appelait Kesselring. Et puis c'était une espèce d'antre. Et là-dedans, il y avait aussi des magazines. Par exemple, il y avait les Creepy, qui étaient des magazines américains. C'était une aventure un peu d'aller dans cette boutique, parce qu'en même temps, le gars était très sympathique. Il nous recevait souvent, il offrait à boire. Puis moi, j'avais 16 ans, je me baladais tout le temps avec un cartable sous le bras, avec des dessins et tout. D'ailleurs, dans la même rue, ils ont ouvert une librairie Champ Libre. Ouais, je vois ce que oui, qui éditait les situationnistes aussi. Ça, c'était une grande aventure aussi. Champ Libre, c'était le meilleur copain de Debord qui avait créé ça. Oui, les Bovici. Qui, à sa mort, parce qu'il a été assassiné dans des circonstances spéciales, avait rebaptisé ça les éditions Les Bovici, où on a tous les anti-maoïsmes, on a tous Simone Neff, on a tous les mecs qui bossaient avec René Viennet. Les Champs Libres, j'en ai une série, c'est très bon. C'est drôle parce qu'elle la bibliothèque asiatique notamment. Mais moi, ça correspondait à quelque chose parce qu'à l'époque, il y a eu Lausanne Bouge. Puis Lausanne Bouge, c'est vraiment parti de... c'est simple, un soir, on va boire un verre avec un copain. À l'époque, j'avais des cheveux longs, comme tout le monde. Et puis, on ne nous laisse pas rentrer dans le bistrot. On nous dit, votre allure, pas question, vous ne rentrez pas. Donc, on se rabat sur le buffet de la gare. Buffet de la gare, la même chose. Le serveur nous dit, je ne vous sers pas. Et avec le copain, on dit au serveur, ça, vous allez le payer cher. Et on est rentré à la maison, on a fait un tract. Et on a organisé une occupation du buffet de la gare pour la semaine suivante. J'ai eu l'impression que c'est nous qui avions lancé cette histoire par l'occupation du buffet. C'est un désir d'avoir un lieu commun, ce qu'on appelait les premiers centres autonomes et tout. Et puis très vite, on a vu la gauche se ramener, essayer de récupérer le mouvement, etc. Donc comme d'habitude, il y a une récupération gauchiste de tendance anarchisante. Et puis moi, ça nous a très vite énervé parce qu'on a vu ça comme de l'opportunisme. Et puis boum, ça tombait bien. Il y avait la boutique avec les éditions Champ Libre qui faisait la critique de... puis les gens disant Champ Libre, ils avaient les épaules assez solides pour pas se laisser récupérer par la gauche. Et pour moi, il y avait une cohérence historique entre l'arrivée du... le situationnisme existait déjà bien avant, mais il arrivait un peu en Suisse, comme toujours, avec une dizaine d'années de retard. J'aime beaucoup Van Hagen. Oui, je trouve que c'est le seul qui est vraiment lisible. Mais moi aussi. Debord, ça me tombait des mains. Non, Debord, c'est un mythe, mais j'aurais pas aimé le côtoyer. Il avait hyper chiant. Oui. C'est un grand bourgeois, Debord. Debord était un grand bourgeois. Mais comme André Breton, c'est des mecs qui ont à la fois une imagination formidable, puis qui sont des petits staliniens dans le réel. Alors que non, Van Hagen, il a écrit aussi des textes qu'il a écrits en poésie pour des chansons, ça m'a l'air d'un type beaucoup plus sympa. Oui, la ligne claire, putain, la ligne claire, c'est génial. Tu connais, je pense, Van der Steen, moi je trouve fascinant. Willy Van der Steen. Oui. Tu vois qui c'est Bobet Bobette. Hergé avait voulu faire école, il l'a fait d'une certaine manière, mais peut-être pas autant qu'il le voulait. C'est pour ça qu'il a coupé les droits sur ses personnages. Mais il a eu deux grands disciples, dont un qui est beaucoup plus grand que l'autre. Le grand, c'est Edgar Pierre Jacobs, Plaquet Mortimer, ça effectivement, quoi qu'on en dise, malgré les dépendances artistiques qu'il a eues,
Black et Mortimer reste de manière autonome. Puis il y a eu le petit, le flamand, c'est Willy van der Steen, Bobé Bobette. Bobé Bobette, c'est la version manga japonaise de la BD flamande, c'est le staccanovisme, tu vois. Quand tu vois les mangas, quand tu lis, non, mais il a produit une quantité incroyable. Putain, le mec, il a sorti 100 titres. Ben, Van der Steen, c'est pareil, il a sorti 200 titres, il y en a 50 qui sont traduits en français, des bouquins à couverture rouge. Tu vois qu'il a été formé, la ligne claire. Tu regardes la posture des corps, le pli d'un coude, le pli d'un vêtement, le pli d'un manteau, c'est l'école Hergé. Hergé a créé tout ça. Et je pense que c'est une bonne école. Le problème, c'est que tous ceux qui ont voulu suivre, évidemment, se sont placés dans la continuité d'un maître et on a pu leur reprocher un manque de personnalité. Jacobs, non, parce que Jacobs, c'était quand même un grand. Il a fait sa place. D'ailleurs, il a des successeurs qui reprennent Black et Mortimer. Mais Van der Steen. Il y a ce côté surréaliste belge. Non, mais c'est vraiment. Moi, j'en ai relu récemment. Il y a un équivalent en BD francophone, c'est Tibet. Tibet avec ces deux séries Ricochet, Ricochet et Chick Bill. Moi, je préfère Chick Bill parce que c'était plus rigolo. Chick Bill, c'était un peu Lucky Luke bis. Ricochet, c'était Rick Hunter version belge, quoi, tu vois, ou français, je sais pas. Ricochet, c'était des polars réalistes. Mais il en a fait une chier. Et puis Chick Bill, que moi je préférais, c'était entre le cartoon américain et le Lucky Luke européen. C'était des histoires avec des cow-boys. Dans les premiers épisodes, c'était des animaux à la Disney. À partir des 10 premiers épisodes, ils s'humanisaient. Mais il en a fait aussi beaucoup. Tibet, scénarisé par André-Pierre Duchâteau. Le grand scénariste oublié, tu vois, à part nous, qui se souvient d'André-Pierre Duchâteau. Le seul point commun avec Willy van der Steen, c'est que c'était des mecs dans les années 60, 70, 80 peut-être encore, ils ont produit, mais comme des malades, quoi. C'est vraiment l'usine. Et avec une qualité intéressante. Je veux pas faire d'eurocentrisme et d'antinipponisme, mais je pense que ça vaut mieux que les Japonais qui ont fait pareil avec leur manga. Hein, dans la production, on pourrait comparer aussi à, je sais plus le nom de l'auteur, là, celui qui a fait Tif et Tondu. Will. Non mais attends, Will Edesberg, mais à la base c'était un autre. C'est Will qui a repris. Will qui faisait aussi Isabelle. Oui, voilà. Ça c'était bien. Et Will travaillait avec Raymond Machereau pour les décors. Voilà. Dans les campagnes. Oui. Tif et Tondu. Tif et Tondu, c'était bien. Ils ont Isabelle, l'Astragal de Cassiopée, avec comment il s'appelait le méchant monsieur, le mec masqué là. Oui, avec son home là. Un home médiéval et puis un smoking. Oui. C'était une reprise. C'est drôle, il y a toute une histoire de reprise. On parlait avant hors antenne des Pieds Nickelés, que j'aime beaucoup, qui ont été connus dans les années 60 grâce à René Pellos, qui était une bande dessinée très populaire. Le mec, il était dessinateur sportif, spécialisé dans le cyclisme, puis le football aussi, des footballeurs et des cyclistes. Mais il avait repris une série qui était Les Pieds Nickelés. Il avait repris à la manière moderne, c'est-à-dire avec les bulles, il en a fait une série. Mais c'était un type qui s'appelait René Forton, on revient au début du XXe siècle, qui a repris ça. Mais alors là, on arrive dans la tradition... Je dirais la tradition anarchiste du 19e siècle. Oui. Les premiers livres, les premiers épisodes, j'en ai dans la bibliothèque, sont extrêmement difficiles à lire parce que le langage est un langage argotique. Quand on lit Les Pieds Nickelés, c'est le père Pénard, l'argot prolo-anarchiste, syndicaliste révolutionnaire de Pouget du 19e, et c'est très intéressant. On monte à la commune carrément, oui. Ah oui, c'est juste après la commune. Puis c'est trois mecs qui s'évadent de je ne sais plus quelle banne et puis qui font des combines pour braquer des banques, racheter des compagnies d'assurance, partir chercher de l'or aux États-Unis. Enfin, c'est l'époque Bécassine. Bécassine n'a pas de bouche. Si tu regardes, Bécassine n'a pas de bouche. Oui. Donc elle ne parle pas. Et parce qu'elle ne parle pas, il n'y a pas de phylactère, donc de bulles. Il y a seulement des sous-textes. On est un petit peu encore dans les textes illustrés. Alors on illustre à chaque case, on ne parle pas de case parce qu'il n'y a pas encore ce qu'on appelle le gaufrier. Le gaufrier, comme la machine à gaufre, c'est le quadrillage qui permet dans chaque case de mettre une situation et un phylactère. Là, on n'a ni phylactère ni gaufrier, donc on n'a pas le cadrage. Mais l'action se diffuse quand même parce qu'on arrive à la lire. Je pense qu'il y a deux pionniers dans ce domaine-là. Il y en a un qui est notre compatriote, et je fais mon chauvin, c'est Rodolphe Töpfer. Il y en a un autre, français, c'est Gustave Doré. Ouais. Gustave Doré, quand il était jeune, je sais pas, il avait 18-20 ans, c'était bien avant qu'il se lance dans la carrière de graveur qu'on lui connaît, Perrault, La Fontaine. Il a fait une bande dessinée extrêmement drôle sur l'histoire de la Russie tsariste. C'est bien avant la Révolution russe. Je l'ai lu récemment parce qu'il a été republié en 2014, et c'est vraiment l'ancêtre de la bande dessinée. On a des dessins avec des commentaires en caractère imprimé et non pas calligraphié. C'est ça la différence. Mais les premiers Pieds Nickelés, c'est aussi imprimé et non pas calligraphié. Et c'est très drôle.
puis Corto Maltese. Moi, j'ai découvert Corto Hugo Pratt. Hugo Pratt, je l'ai rencontré parce que tu sais, il habitait, il habitait vers la Conversion, là, pas en dessus de Lausanne, dans les Hauts de Lausanne. Et puis moi, un jour, je faisais un spectacle de marionnettes dans la rue, donc j'avais un tout petit castelet, j'étais complètement caché, avec un volet. C'est un castelet ambulant en plus que j'avais. J'ai fait un petit spectacle de rue un peu pour adultes. C'était à l'époque où il y a eu l'affaire Salman Rushdie. J'ai fait un sketch en marionnette qui s'appelait les versets botaniques avec une marionnette. Enfin, c'était un sketch un peu muet sur fond musical qui en fait se foutait de la gueule d'une espèce d'ayatollah qui était une marionnette que je déguisais en plein de personnages. Et un jour, je vois, connaissant la BD, Hugo Pratt, je le connaissais de vue. Je le vois passer, puis avec la marionnette, je le salue. Bonjour Monsieur Pratt. Et puis lui, j'ai cru qu'il allait avoir une attaque. Il s'est arrêté, il a regardé. Et puis bon, j'ai fait mon petit spectacle, il a regardé ce truc complètement fasciné. 2-3 semaines après, il y a un gars qui me téléphone, qui me dit écoutez, je suis le documentaliste d'Hugo Pratt. Il dit écoutez, Hugo Pratt m'a dit qu'il avait vu un marionnettiste dans la rue. Il a retenu le... Et qu'il aimerait vraiment parce qu'il va faire fêter son anniversaire là dans sa villa, puis il aimerait vraiment... Et il nous a filé 10 000 balles pour qu'on fasse une création, mais qui tourne autour des personnages qui tournent autour de Corto Maltese, les corbeaux. Moi je baignais là-dedans, puis du coup on a monté un petit spectacle vraiment pour lui, fait sur mesure. Et puis il voulait nous réinviter l'année suivante, il voulait remettre le coup. Et puis malheureusement, il est mort juste après. C'était formidable de le rencontrer. D'ailleurs, il y avait Manara qui était là. Mais il était entouré d'une cour de femmes, Pratt. Il était dans une clinique à Lausanne. Et la nuit, 2 filles, il y avait 2 espèces de muses qui devaient avoir 20-25 ans, très belles filles, qui montaient sur son balcon dans sa clinique pour lui faire une aubade. Elle lui récitait des poèmes. Il y en a une qui jouait de la guitare et l'autre qui chantait. C'est joli ça. À ce vieux Pratt mourant dans sa chambre d'hôpital. Mais Corto Maltese, c'est comme Tardy, c'est des gens très, très subtils et qui ont un peu été récupérés par tous les camps. Tu vois, Tardy a illustré Céline, il a illustré Léo Mallet, voilà. Il a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale. C'est des gens qu'on a classés un peu comme anarchistes de droite. J'ai acheté la semaine passée un numéro spécial du magazine des Beaux-Arts que je lis régulièrement, qui était consacré à la BD érotique, qui déroulait un tapis rouge à Manara. Puis on voyait ce que Manara avait pu sauver de la BD italienne. Bon, moi j'ai toujours eu l'impression que Manara dessinait d'après photo. Ça y ressemble. Hein. Ce qui donne parfois un côté un peu froid à ses dessins. Bien que ce soit chaud par ses thèmes érotiques. Mais... La série sur les papes, là, comment on appelle ça, les Borgia. Oui. Il y a un côté... Moi, j'ai pas pensé aux photos, j'ai pensé à la peinture classique. La peinture classique, elle peut être très érotique, mais en même temps, elle peut être très figée. Voilà. Et là, on retrouve ce côté figé. C'est-à-dire, en gros, il y a la même volonté réaliste que la peinture classique. Il y a ce côté froid. Et puis très clair aussi en même temps. Ah oui, le trait est bien tracé. Hein. Ouais. Je me suis amusé à la bande dessinée quand j'avais 14-15 ans. J'ai vite arrêté le jour où j'ai compris que j'arrivais pas à dessiner les femmes. Bah oui. C'est tellement difficile. On s'inspire des cartoons, des comics. On fait des personnages agronés, rigolos, qui se foutent la gueule par terre. On est dans Laurel et Hardy. Et dès qu'il s'agit de faire un peu de sexy... Alors là, il y a 2 dessinateurs qui ont ce problème. C'est Jean Graton et puis Martin, je trouve. Ouais. Martin, je trouve qu'il a vraiment de la peine à dessiner. Qui fait Alix. Et Jacques Martin est réaliste. Donc il arrive à faire des femmes. Ces femmes sont pas chaudes, mais elles sont féminines quand même. Mais elles sont un peu féminines comme elles le sont dans Hergé, tu vois, comme la mère de Josette et Jocko, tu vois, avec la permanente et puis le tablier de cuisine. Puis quant à Jean Graton, moi je suis pas un fan de Michel Vaillant. Mais Martin, j'aime bien. Quoi. Mais Martin, c'est la ligne claire. Oui, tout à fait, complètement. Guy Lefranc, magnifique. Mais il y a des femmes dans ces deux séries. Oui, il y en a, mais je trouve que ces femmes ressemblent, on dirait des hommes qu'il a essayé de féminiser. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que la plupart des hommes sont eux-mêmes un petit peu... Il y a un côté très gay. Je crois qu'il était homosexuel, Jacques Martin, à mon avis. Peut-être que, mais peu importe. Ces héros ont un côté androgyne. Bon, Alix, c'est un jeune esclave gaulois. Enac, ce petit réfugié égyptien, j'ai pensé à Vendredi dans Robinson. Comment s'étonner que tu ne trouves pas les femmes, d'ailleurs très secondaires,
peu féminine, alors que les héros eux-mêmes, aussi athlétiques soient-ils, ont tous un petit peu un côté féminin. Les héros sont pédants, hein, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient athlètes, qu'ils soient ceinturions, gladiateurs. À part, Arbakès, moi j'aime beaucoup Arbakès, le méchant grec. Ah oui. L'ennemi, enfin c'est le Rastapopoulos d'Alix, Arbakès. C'est vrai que la femme apparaît assez peu. Bon, évidemment, on va pas reparler d'Hergé parce que c'est vraiment ça me tarde à la crème, mais c'est vrai qu'il apparaît. En dehors de la Castafiore et puis un ou deux personnages vraiment très secondaires, il y a que des femmes. En général, les concierges. J'ai redécouvert un auteur que je lisais volontiers il y a 10-15 ans mais que j'avais oublié, qui est Sokal. Oui, Canardo. Canardo, ouais. Ça c'est pas mal. Alors c'est des animaux, mais c'est des animaux hyper sexualisés, autant les hommes que les femmes. Exactement, et je me suis dit en lisant ça, on est dans une espèce de Walt Disney pour adultes, de Mashrop pour adultes, c'est encore mieux. Mais je trouvais que ces femmes étaient hyper sexy, alors qu'en fait c'est des animaux. Tu as des chattes, tu as des cigognes, des ibis, tu montres simplement le regard, un long bec, un œil bleu qui pleure, un cil. Tu dis, ah tiens, le mec il est doué quoi. Il est un peu comme, je dirais comme Robert Crumb. Il a mélangé le cul et les animaux, qui est très marrant, mais ça reste burlesque. Enfin, Fritz the Cat, ça fait pas bander, ça fait rire. Alors que Sokal, en Europe, c'est un peu, tu vois, la marque de Rasputin. Il y a une espèce de romantisme noir, polar et beaucoup d'érotisme. Alors que chez Crumb, Crumb est un fétichiste. Enfin, Puis il s'en cache pas d'ailleurs. Non, mais il fait que de parler de ses névroses sexuelles. Oui, il fantasme sur les femmes plus lourdes que lui, un plus gros cul que lui. Mais on a l'impression d'un complexe d'Édipe qui a été mal digéré. Enfin, j'ai l'impression de lire du Freud quand je lis du Crumb. Hein. Même sur des rapports, sur des questions, sur la classe moyenne américaine, le rapport à la communauté juive. C'est un peu le Woody Allen de la bande dessinée. Crumb. Exactement. Le comics ne m'intéresse pas du tout en fait. La bande dessinée industrielle de marché américaine qui fait tellement fantasmer les jeunes Européens amateurs des films de Marvel, hein, tu vois, les X-Men, mais la contre-culture d'extrême gauche américaine, même si on l'aime pas, en fait, elle est beaucoup plus européenne que les Marvel. J'aime pas Jimi Hendrix, pourquoi j'aimerais Crumb? Non, c'est pas du tout ça. Fritz the Cat, il y a un côté libertaire qui me fait marrer, et puis graphiquement ça me plaît. Tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je pensais à un dessinateur que j'ai adoré, un dessinateur italien qui s'appelle Buzzelli. Je sais pas si tu en as entendu parler. Alors, ça me dit quelque chose, mais redis-moi ce qu'il a fait. Il a fait une BD très connue qui s'appelle La révolte des ratés. C'est une sorte de critique une critique du communisme finalement. Oui, une critique du socialisme. C'est étonnant, il a un trait très proche du dessin. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas d'ancrage, on dirait du dessin. On voit tous les traits et c'est très léché. Et Buzzelli, il a fait des choses vraiment extraordinaires. Il a été traduit en français? Oui, il a été traduit. Une autre histoire qui s'appelle L'Agnon, une histoire invraisemblable. Et Buzzelli, c'est étonnant parce qu'il se dessine tout le temps comme personne. Il apparaît dans ses bandes dessinées. C'est dommage qu'on l'ait oublié parce que non seulement il a un coup de crayon magnifique, c'est très réaliste comme ça. C'est toujours en noir et blanc. J'ai une référence, mais il est modérément connu, mais pour moi c'est l'auteur de mon enfance, c'est Raymond Machero. C'est des animaux, non? Exactement. Ah bah oui, j'adore. Oui, bien sûr. Chlorophylle, Sibylline. J'ai vraiment appris à lire avec lui. Les premières BD que je me suis amusé à faire, c'était aussi des personnages qui ressemblaient à ces petits gras. J'ai même pu publier un article dans Les Morts sur Raymond Machero. Bien sûr. Il explique dans un autre essai là que, tu sais, dans Spirou, il travaillait avec Spirou, il y avait des référendums. C'était les petits lecteurs devaient voter pour les séries qu'ils aimaient le mieux. Et lui, il s'est toujours trouvé un peu dans les derniers. Il n'était pas très apprécié, il n'était pas populaire, tu vois. Mais il est devenu populaire dans l'histoire de la BD. Mais dans le business, ça n'a jamais bien marché. Je l'ai découvert évidemment à contre-temps parce que j'étais plus jeune, mais j'adorais ça. Puis maintenant, je rencontre des gens qui aiment bien ça aussi, mais qui l'ont découvert grâce aux maisons d'édition et non pas grâce au journal Spirou. Parce que d'abord, il faisait chlorophylle dans Tintin. Après, il est parti. Déjà qu'il était un peu marginal dans Tintin parce qu'il faisait une série animalière, alors que Tintin, il y avait une tradition de réalisme. Et après, il allait dans Spirou pour faire Sibylline, qui était une autre série animalière un peu du même genre. En gros, il y avait deux écoles. Tintin, c'était la tradition catholique, réaliste, on va dire académique. Et Spirou, c'était la tradition un peu de gauche, hippie, qui misait plus sur l'humour et l'imaginaire. Les deux grandes écoles belges, Marcinelle et Charleroi, les réalistes catholiques de droite et les humoristes l'école de Hergé, quoi.
non, Franquin. C'est un des plus grands, quoi. Le trait, quoi. Quand il dessine de rendre son chat ou la mouette, mais je te montrerai, j'ai des reproductions de Franquin dans le salon d'à côté, du marsupilami. C'est très dépressif. Oui, mais Franquin, par exemple, a vendu à Dupuis les droits de ses personnages, sauf un qui était le marsupilami. Mais moi, j'aime bien Fournier, quand même. Tu vois, Fournier. Oui, qui a repris. Qui a été surnommé le poète. Qui a repris Spirou, d'ailleurs. Ouais. Oui, qui a repris Spirou. Après, bon, Tom et Jean-Rhys, c'est le nouveau réalisme, c'est le polar, c'est l'influence américaine. C'est pas mal, mais il y a un côté plus adulte. On a sorti l'an passé une monographie sur Maurice parce que ça correspondait aux 70 ans de sortie du premier album de Lucky Luke, je crois. Maurice, que j'aime beaucoup, est le plus américain des auteurs franco-belges, qui a vécu des années aux États-Unis, avec Franquin d'ailleurs. Avec Franquin, puis je sais plus qui, Bigossini. Pezzi, ah oui. Je ne sais pas de quand date Pezzi, qui vient des pays de Scandinaves, hein. Hansen, il s'appelle. Je crois qu'il est hollandais, je crois. Ah ouais? Moi je pensais qu'il était suédois ou norvégien. Mais les premiers albums, on a effectivement des images. Oui, il n'y a pas de bulle. Mais il n'y a pas de bulle. En fait, on s'approche du monde du théâtre. On a les répliques. Et pour comprendre qui dit quoi, on a une petite miniature qui reproduit la figure du personnage. Pezzi l'ours, Ricky le pélican, Pingu le Caroline la tortue. Voilà. À partir du moment où le marché s'ouvre, notamment à l'ouest de l'Europe, hein, parce que c'est comme ça que c'est arrivé, on a une bande dessinée plus classique et du coup qui graphiquement est moins intéressante, où on a des bulles, quoi. La mère de Pezzi qui fait des crêpes. C'est une série typique où les albums qu'on a pu acheter dans les années 80, hein, ça fait 30 ans, c'est pas si vieux, faisaient déjà partie d'une époque anté-BD. Alors que la BD date de la fin du 19e. Les gens viennent me parler de l'islam, de la géopolitique, de la philosophie, de Platon. Là on parle BD, c'est un plaisir.